C'est un rituel que Lily a de plus en plus de mal à apprécier ces derniers temps. Lorsque vient l'heure des courses, l'étudiante connaît parfaitement les limites de son budget. Chaque mois, il me reste environ 220 € pour la nourriture et les dépenses du quotidien. Au Danemark, les prix des biens de consommation sont 40% plus chers que dans le reste de l'Union européenne et ils ne cessent de grimper. Plus 6,5% par rapport à l'année dernière en moyenne, alors que les revenus des étudiants, eux, sont stables. La viande hachée était autour de 30 couronnes. Et je pense aussi au poulet, parce que quand j'achète de la viande, c'est généralement du poulet. Et ça a aussi beaucoup augmenté. Ce filet de poulet, par exemple, coûte aujourd'hui 75 couronnes danoises, soit 10 €. C'est 2 fois plus qu'en France. Quand j'achète des œufs, j'essaye de prendre des œufs bio. Mais il m'arrive quand même, à cause du prix, de choisir des œufs classiques. Je dois l'avouer. Le Danemark avait pourtant l'un des systèmes les plus généreux du monde. Chaque étudiant peut prétendre à une bourse pouvant atteindre 800 € chaque mois. Mais l'envolée des prix a bouleversé cet équilibre. Beaucoup, comme Lily, ont décidé d'agir. Elle rejoint ce soir pour la première fois cette cantine communautaire en tant que bénévole. Ici, le chef c'est Niklas, 30 ans, lui aussi étudiant. Alors les épinards, ici, mettez ça dans la marmite. Chaque mercredi est un nouveau défi. Il prépare un repas à 3 € uniquement à base de légumes. C'est une occasion pour les bénévoles et les étudiants ici de passer du temps ensemble et de manger à l'extérieur, sans que cela ne leur coûte une fortune. Aujourd'hui, curry de lentilles au menu. Et pour l'épauler, Lily. Elle est venue pour aider, mais aussi elle le reconnaît, pour une raison économique. Si vous travaillez ici en tant que bénévole, vous avez un repas gratuit. Et en plus, vous travaillez avec d'autres bénévoles. Donc vous pouvez socialiser en même temps. Si vous pouvez mettre les chaises par là-bas. Après, pensez s'il vous plaît à prendre vos couverts et assiettes et les mettre près du bar. Merci. Ici, ils font des rencontres et ont un peu l'impression de sortir au restaurant, ce que leur budget ne leur permet pas. Tu fais de la coriandre? C'est 35 couronnes et je ne pense pas qu'on puisse trouver un dîner à ce prix ici, à Copenhague. Ce soir, 60 étudiants ont profité de ce repas. Ça me rend très heureuse. Et puis, j'ai aussi beaucoup de gratitude de pouvoir avoir ce repas. Et en plus, de pouvoir le partager avec d'autres personnes. Au Danemark, les étudiants sont la frange de la population la plus représentée parmi les personnes en dessous du seuil de pauvreté. Mais il y a une autre forme de précarité dans le pays et elle concerne son système de santé. Le docteur Christina Svanholm ne cesse de constater les dégâts. Elle est à la tête d'une initiative qui lutte contre le manque de médecins dans les campagnes grâce à des bus médicaux. Bonjour, ça va? On pensait ce dispositif réservé aux pays en voie de développement, mais il existe bel et bien au Danemark. Je voulais faire quelque chose de plus pour les personnes dans le besoin. Et pour cela, nous devions nous déplacer à travers tout le pays. Au cours des 20 dernières années, le gouvernement a fermé des dizaines d'hôpitaux dans les zones rurales. Alors Christina embarque chaque jour des médecins de plusieurs spécialités dans son bus. Aujourd'hui, ils partent pour Saxkobing, petite ville de 4500 habitants dans le sud du pays. Elle y a racheté l'unique clinique qui menaçait de fermer à cause du manque de médecins. Il y a eu un grand intérêt de la part des médecins souhaitant travailler avec la population rurale, qui est plus malade et a davantage besoin d'aide. Aujourd'hui, le docteur Svanholm embauche 16 médecins libéraux répartis dans 2 cliniques. Louise, 29 ans, vient d'être recrutée. Elle découvre chaque jour la réalité du système de santé de son pays. Je savais qu'il y avait une certaine inégalité avant de commencer, mais j'ai été vraiment choquée en voyant à quel point c'est réellement le cas. Le Danemark est un pays dont nous sommes fiers de dire qu'il est assez socialiste, mais il existe d'énormes différences dans le système de santé. Une fois arrivé au cabinet, la journée marathon commence pour la médecin. Alors Birgit, nous avons parlé un peu et tu voudrais te faire évaluer pour le TDAH? Oui, c'est le fait que parfois je deviens extrêmement agitée.
Je réagis beaucoup à ce qui se passe autour de moi. Birgit est née à Saxe-Combing, dans cette même clinique qui était à l'époque un hôpital. L'année dernière, les 3 médecins généralistes de la ville sont partis à la retraite. L'État privilégie les centres médicaux dans les grandes villes. Il n'y a pas d'incitation pour que les jeunes médecins s'installent dans les zones rurales. Tout tourne autour de la capitale, de Copenhague. Mais je pense que le gouvernement se rend maintenant compte que c'est un problème. Ici, nous avons aussi besoin de médecins et on ne devrait pas avoir de longues distances à faire pour consulter un médecin. Il faut que ce soit accessible là où l'on vit. Dans cette commune qui se vide, il y en a une qui a choisi de rester. Linnea vit à Saxe-Combing avec son mari et ses 3 enfants. Elle travaillait dans le seul hôpital de la région avant de rejoindre l'initiative de Christina l'année dernière. Elle aussi constate l'échec du système. Je me sens un peu abandonnée, pas seulement par le système de santé, mais par le système en général. Je pense que depuis des années, il y a eu un certain désintérêt pour les zones rurales. Les patients ici se sentent très abandonnés par le système de santé. Je vois des patients tous les jours. Ils viennent et me demandent si je veux être leur médecin et je peux vraiment sentir à quel point leur besoin est grand. Je suis désolée pour les patients ici qui ont tant de difficultés à trouver un médecin généraliste. Dans ce contexte, le bus médical est devenu indispensable pour les habitants de Saxe-Combing, un pansement pour un système de santé malade. La santé mentale est également un indicateur de la remise en cause du modèle danois. Cet autre diagnostic peut se réaliser dans toutes les écoles du pays. Chaque matin, dans ce collège de Buddinge, au nord de Copenhague, c'est le même rituel. Vous pouvez commencer à déposer vos portables. Les portables des élèves sont rangés dans un petit bac à leur nom. Puis leur professeur enferme le tout dans un casier. Ils ne les reverront qu'à la fin de la journée. Le fait qu'ils puissent être davantage présents en classe sans être attirés par le téléphone pendant le cours fait une énorme différence sur ce qu'ils apprennent et sur le fait qu'ils aient conscience de tout ce qu'il se passe. Il y a 15 ans, le royaume avait misé sur le tout technologique dans les salles de classe. Le pays se disait en pointe, les élèves passaient près de 4 heures devant un écran à l'école. Aujourd'hui, René Sorensen, professeur depuis 8 ans, constate que le Danemark fait marche arrière toute. Il y a eu un changement. Quand j'ai commencé à enseigner, nous voyions les téléphones comme un outil pouvant contribuer aux différents cours ou à l'éducation. Nous essayons donc de trouver des moyens d'installer des applications sur les téléphones des élèves pour aider en classe. Mais maintenant, l'état d'esprit a changé. On se rend compte que les téléphones ne sont peut-être pas si bénéfiques que ça pour les élèves en classe. Les élèves de Madame Sorensen ont 12 ans. Ils ont grandi avec un portable dans les mains, mais ont bien assimilé ces nouvelles règles. C'est comme si on pouvait mieux se concentrer, parce qu'avant d'aller en cours, on n'a pas été sur notre téléphone. Donc, on peut vraiment se concentrer. Je me sens plus concentré parce que le téléphone est dans ma poche. Sinon, il y a les sonneries et les notifications. Pour rappeler aux élèves les mauvais effets des portables, Christine Bankrog, la directrice, a installé une trentaine d'affiches dans les couloirs de l'établissement et les messages sont clairs. Certaines affiches disent « Le moment de rêver, c'est quand le téléphone est dans le casier » ou « Le moment de jouer, c'est quand le téléphone est dans le casier ». À la place des écrans, la directrice a donc investi dans plus de 3000 livres. C'est le grand retour de la bibliothèque. Il y a eu un changement au Danemark par rapport à il y a peut-être 10 ans, où les téléphones et les tablettes étaient vus comme quelque chose de progressiste, et tout le monde en avait. Mais au cours des 4 ou 5 dernières années, cela a commencé à changer. Aujourd'hui, on se concentre davantage sur d'autres choses que le numérique. On achète beaucoup plus de livres, et le gouvernement autour de nous met également l'accent sur les livres. Toutes les études sur le sujet constatent l'échec du tout digital à l'école. Le docteur Imran Rachid s'est spécialisé sur la question il y a maintenant 10 ans et dresse un constat alarmant de la situation. On peut donc voir que les promesses faites à l'époque, soi-disant que chaque enfant devrait exceller dans les études, en mathématiques, dans tout, bref, n'ont pas été tenues.
Toutes les compétences ont stagné ou même diminué. Les notes ne sont pas meilleures, la santé mentale n'est pas améliorée, beaucoup de choses ont mal tourné. Ce médecin s'inquiète surtout de la santé mentale des jeunes Danois. Il y a ce paradoxe. Nous sommes l'un des pays les plus connectés au monde. 98% des enfants de 13 ans sont sur les réseaux sociaux, tout comme 48% des enfants de 10 ans. On a donc la génération la plus connectée. Mais en même temps, un enfant sur 5 dit se sentir seul. Il faut donc sauver les enfants du tout digital. Le Danemark prépare une loi sur l'interdiction totale des réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans. Le pays, longtemps présenté comme le modèle social parfait, veut aujourd'hui tenter de retrouver cet idéal. Et avec nous pour en parler, Nicolas Skatch, géographe, spécialiste du Danemark. Vous êtes directeur du campus des transitions à Caen, Sciences Po Rennes. Et vous êtes également l'auteur d'un livre qui s'appelle Danois, ligne de vie d'un peuple. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec nous également Maxence Lydiard. Vous avez réalisé ce reportage avec Camille Gréatorex. Merci d'être avec nous. Alors, première question à vous, Maxence. Comment expliquer cette hyperinflation des prix à la consommation et quand a-t-elle commencé ? Alors, on sait que le Danemark, c'est un pays où les prix sont beaucoup plus élevés qu'en France, par exemple. Aussi parce que les salaires sont plus élevés là-bas, donc le train de vie est plus élevé. Et en fait, quand on regarde un petit peu les dates, on se rend compte que depuis 2021, avec notamment la sortie de pandémie du Covid, et puis ensuite la guerre en Ukraine, étant donné que le Danemark est très dépendant du commerce extérieur, les prix ont fortement augmenté dans le pays et on remarque notamment une augmentation de 32% des prix sur la nourriture et les boissons non alcoolisées, par exemple. Mais c'est aussi le cas pour le café ou le chocolat qui ont augmenté de 20 à 30%. Et donc on peut expliquer ça par ces phénomènes un petit peu extérieurs en partie, comme la guerre en Ukraine ou le Covid. Et on voit que le gouvernement, d'ailleurs, supprimait la taxe du chocolat courant 2025. La taxe produits sucrés, la taxe soda. Hein. C'est ça, ça fait quelques centimes en moins à la caisse, mais voilà. Ouais, c'est une taxe qui avait été mise en œuvre pour lutter justement contre la consommation excessive de sucre. Il y a quelques années, elle a été supprimée pour lutter justement contre cette inflation. C'est ça, pour avoir un impact direct sur le portefeuille. Effectivement, quand on était avec Lidl, mais on voyait quand on était dans le magasin avec Lidl, les chocolats sont quand même, le prix chocolat est quand même très élevé encore maintenant. Alors justement, Nicolas Skatch, on va regarder ensemble cette carte du Danemark pour bien comprendre quand même la situation de ce pays, qui est un archipel avec comme capitale Copenhague, entouré de la mer du Nord et de la mer Baltique. C'est un pays qui importe beaucoup de produits alimentaires. C'est ce qui explique aussi cette hyperinflation, Nicolas Skatch ? Oui, c'est une économie extrêmement ouverte. Le Danemark qui exporte beaucoup et qui importe aussi beaucoup. La conséquence des prix de l'énergie, de la hausse des prix de l'énergie, a eu aussi des répercussions très fortes sur ce pays. Et puis c'est un pays qui est clé dans les échanges maritimes, vraiment au bord des détroits danois, on le voit sur la carte. Pourquoi le Danemark n'a-t-il pas choisi l'euro ? On entend dans votre reportage, ils utilisent toujours la couronne danoise. Alors, il y a eu 2 référendums. Les Danois ont refusé l'euro, notamment en 2000. C'est un cas particulier, le rapport des Danois à l'Europe. D'abord, le Danemark était atlantiste, très fortement atlantiste. C'est un des premiers pays à avoir rejoint l'OTAN. Ensuite, rejoint la CE en 1973. Et puis effectivement, ces 2 référendums qui ont entraîné aussi cette poursuite de la couronne danoise, qui est une fierté aussi du Danemark. Il faut bien voir que le Danemark a un rapport à la souveraineté très important. Quand on traverse Copenhague ou les rues du Danemark, on voit ces drapeaux. Et donc ce rapport à la souveraineté, il a entraîné sans doute une position particulière envers l'euro. Mais néanmoins, quand on regarde l'Eurobaromètre, les Danois soutiennent très fortement aussi l'Europe. Il y a une adhésion à l'Europe dans les chiffres. Et donc, c'est un rapport tout à fait paradoxal des Danois à l'Europe. C'est un pays aussi qui a eu l'habitude de perdre beaucoup de territoire au fil du temps, au fil de l'histoire. Oui, ça peut expliquer aussi ce repli un peu danois, parce que c'est un pays qui était extrêmement vaste, qui a perdu à la fois les provinces suédoises, la Norvège, les îles Vierges, l'Islande. Et donc, il y a ce côté aussi d'entre-soi. Les Danois se soudent. Il y a un côté communautaire, une communauté des Danois. Et donc, ça peut entraîner aussi un sentiment de repli. On cherche à se replier pour défendre aussi sa souveraineté nationale.
Alors, dans votre reportage, Maxence Lidiard, on voit aussi que ce qui faisait la force de ce pays, le Danemark, c'est aussi son système de santé, qui comprend un système de maladies universel. L'État joue un rôle majeur dans l'organisation et la gestion des soins. D'ailleurs, les médecins il n'y a pas de médecine libérale au Danemark, ce sont des fonctionnaires d'État. Comment expliquer de fait que ce manque de médecins? Et puis, est-ce que la situation à Copenhague est-elle meilleure peut-être qu'ailleurs dans le pays? Alors non, la situation en Copenhague, en fait le système de santé, comme vous venez de le dire, il reste très bon. C'est-à-dire que dans les grandes villes du pays comme Copenhague, il y a des médecins. C'est d'ailleurs une des premières choses que Christina Zanom, la docteure qu'on voit dans le reportage, nous dit. On s'installe dans le bus avec elle, elle nous dit, mais vous savez, nous et tous les docteurs qui sont là avec nous, si on voulait trouver du travail à Copenhague, on pourrait très facilement. Nous, ce qu'on veut, c'est aller dans les campagnes, là où les gens ont besoin de nous. Et pour comprendre un petit peu ça, il faut remonter quelques années en arrière. C'était en 2007 où le pays passe de 14 comtés, 14 régions, si on veut dire, à 5, et à peu près 120 hôpitaux à seulement 20 aujourd'hui. Et donc, ce qui fait que ce sont des super hôpitaux, ils appellent ça comme ça. Donc, dans les grandes villes, on a des grandes infrastructures avec beaucoup de soins dedans, de médecins qualifiés, etc. Mais ça veut dire que dans les campagnes, on n'a plus beaucoup d'hôpitaux et tous les médecins se concentrent dans les grandes villes. Et c'est exactement ce que nous disaient tous les docteurs qu'on a pu croiser. C'est qu'aujourd'hui, dans les campagnes, les gens souffrent du manque de médecins. Ils doivent faire 1h30 si jamais ils sont en urgence pour se rendre à l'hôpital. Ouais, pour comprendre peut-être ce qui se passe au niveau de ces déserts médicaux, on va se replonger un petit peu sur les cartes et quelques chiffres. Copenhague, qui est donc complètement excentré, en bas à droite, là, sur une des innombrables îles. 400, je crois. L'île de Zélande, 444. Ouais. Tout à fait. Île danoise. Alors, Copenhague abrite un Danois sur 5, capte 35% de la population danoise, représente 47% du PIB danois. On peut dire ça, le souci, c'est que la capitale a tendance à tout concentrer. C'est une sorte de capitale métropole. Alors, la capitale concentre évidemment beaucoup de l'économie, vous l'avez rappelé, mais le Jutland, c'est vraiment le cœur de l'identité danoise. Alors, le Jutland, c'est la grosse partie terrestre qui part de l'Allemagne et qui monte entre la mer du Nord et la mer Baltique. C'est la partie où il y a Aarhus, si on regarde sur la carte, qu'on appelle la banane pourrie. Exactement. Et on a effectivement, en contraste, une zone de départ des services publics, une zone d'appauvrissement relatif dans l'ouest du Danemark et puis dans le sud du Danemark, qu'on appelle effectivement la banane pourrie ou le Danemark périphérique, et qui a fait l'objet depuis une dizaine d'années de beaucoup d'écrits, à la fois d'articles et d'ouvrages. Pourtant, c'est là où il y a Lego, c'est là où il y a des grandes entreprises. Un certain nombre de sièges sociaux qui sont effectivement le Jutland. On pense à Lego, on pense à Denfos aussi. On pense aussi à Vestas, qui est à l'entreprise d'éoliennes. Donc il y a traditionnellement de l'entrepreneuriat énormément dans le Jutland. C'est la zone vraiment qui, au 19e siècle, s'est développée au Danemark. Mais aujourd'hui, c'est une zone de départ et il y a une métropolisation, notamment sur Copenhague, qui est très forte, avec une concentration de l'économie, d'une grande partie des habitants. Et ça pose souci dans l'équilibre territorial, parce qu'il y a le modèle danois, finalement l'État-providence danois, c'était aussi pouvoir habiter à l'endroit où on souhaitait habiter, quel que soit l'espace. Et donc cette concentration, elle va à l'encontre de cette division finalement de la population au sein du Danemark. On va regarder justement quelque chose concernant l'économie danoise, parce que de quoi vivent les Danois? Eh bien, on voit que c'est une puissance maritime mondiale. On voit que le deuxième poste important de l'économie, c'est l'agriculture et l'agroalimentaire, même si on importe beaucoup de produits néanmoins alimentaires. Et puis, bien sûr, les énergies vertes, puisque le Danemark est un pays qui a particulièrement bien réussi sa transition écologique. On peut dire ça, en fait, c'est Vestas, Lego, qu'on ne présente plus, ou alors la compagnie de transport de marchandises Maersk. On peut dire que ce sont les pièces maîtresses de la réussite économique de l'économie danoise. Oui, très clairement, à toutes les échelles. D'abord, c'est un outil d'influence pour le Danemark très fort. Évidemment, l'éolien, on est avec le Royaume-Uni, là, parmi les deux leaders de l'éolien en Europe. Et puis, c'est aussi une manière de retisser du lien dans les territoires, parce qu'on parlait tout à l'heure de cette fameuse banane pourrie, cette diagonale du vide danoise. Dans ces espaces-là, l'énergie renouvelable, c'est vraiment un secteur de mutation économique. Et sur les îles aussi, les îles vivent aussi
d'une mutation économique très forte au profit de l'éolien. L'île de Samsø, par exemple, est un très bon exemple, l'île d'Erø également. Et aujourd'hui, c'est un outil de soft power, même pour le Danemark, hein, d'exporter ces innovations autour de l'énergie et ces modèles économiques autour de l'énergie. Alors justement, on va regarder d'autres chiffres parce que donc, ce modèle social dont on parle, il a un coût. Hein, avec, on voit, c'est 45,8% du PIB hein, en prélèvement obligatoire. Prélèvements obligatoires sont donc l'impôt, la TVA et diverses autres taxes. Le Danemark est en tête hein, des pays d'Europe où il y a le plus grand taux de prélèvements obligatoires. Aujourd'hui, c'est aussi ça qui provoque, il y a une remise en cause de l'État-providence véritablement. Oui, alors elle n'est pas récente cette remise en cause. Hein. Vraiment, il y a eu une série de crises en réalité. La crise à la fois énergétique des années 70, la crise bancaire dans les années 90, la crise de 2008. Tout ça a érodé aussi les mesures sociales. Et ça a entraîné un modèle qui est fragilisé, alors qui est encore très fort en Europe, hein, malgré tout, mais qui est nettement fragilisé eu égard à la situation de l'après-guerre ou la situation des années 60-70. Maxence Lydia, on dit que le Danemark est l'un des pays les plus digitalisés, l'un des pays les plus connectés. Est-ce que vous l'avez ressenti justement lors de votre reportage, cette hyper-connexion des Danois? Oui, on l'a ressenti. Ce qui me vient en tête tout de suite, c'est lorsqu'on était dans l'école qu'on a pu voir dans le reportage. Alors évidemment, ils ont mis les portables de côté dans des casiers, ils ont rangé tout ça, mais ça reste quand même très connectés. Ils ont accès aux ordinateurs pour travailler en groupe. À l'école, c'était assez étonnant. La professeure projetait le jeu GeoGuessr où on est placé à un endroit dans la carte du monde, on doit deviner où on est, pour que les élèves jouent entre eux sur les pauses. Mais la directrice et la professeure nous expliquaient, voilà, il y a une visée pédagogique à tout ça lorsqu'on utilise les écrans. Mais après, quand on sort de l'école et qu'on va dans les villes, aujourd'hui, le Danemark, par exemple, ils ont supprimé toute leur boîte aux lettres. La poste est complètement dématérialisée maintenant. On va voir, Maxence Lydia, cette fameuse petite poste rouge qui n'existe plus. C'est ça, il y en avait à peu près 1500, je crois, à travers le pays. Elles ont toutes été vendues aux enchères en fin d'année 2025. Et ça paraît anecdotique, mais en fait, ça témoigne de quelque chose, d'une numérisation vraiment à fond de la société danoise. Maintenant, tous les échanges se font quasiment par SMS, etc. Donc, c'est anecdotique, mais ça veut dire vraiment quelque chose. Et puis, au Danemark aussi, tout se fait par Internet. C'est-à-dire que vous avez un seul identifiant pour vous connecter à la fois sur votre banque et pour connecter sur tous les services publics. Et donc, de 16 à 80 ans, et tout le monde maintenant, quasiment la totalité de la population, se tourne vers ces moyens digitaux. Il y a une fracture numérique aussi, Nicolas Skatch, qu'on peut constater partout. Bien sûr, il y a une fracture numérique très forte. Avec des gens qui n'arrivent plus du tout à vivre finalement et même si le numérique accéder aux services publics. Même si le numérique est introduit au cœur de la société, hein, on l'a rappelé, effectivement, même à l'école, le numérique est très présent dans les classes. Mais il y a aussi une déconnexion qui est en train d'apparaître. Et le reportage le montre bien, la volonté aussi de casser ce tout numérique pour aller vers un apprentissage qui est aussi traditionnel de la nature, du vivant, du lien social. Donc réapprendre des valeurs fondamentales aussi au-delà du numérique.